Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Nous vous présentons aujourd'hui une émission spéciale, notre revue politique des derniers mois. Durant la prochaine heure, nous vous présenterons des entrevues avec des politiciens municipaux ainsi qu'un entretien sur un dossier très important pour le quartier Centre-Sud. Pour une quatrième année, le Festival Montréal Joue proposera une centaine d'activités gratuites partout à travers la Ville de Montréal et particulièrement dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Et pour nous parler de la programmation de cette année, nous recevons Thierry Robert. C'est un des co-responsables de l'événement Montréal Joue. Monsieur Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, rappelez-nous, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'événement Montréal Joue, d'où est venue l'idée de faire un festival qui tourne autour du jeu? Montréal Joue est né de la volonté de vraiment montrer que dans les bibliothèques de Montréal, on avait énormément de jeux vidéo et de jeux de société. On avait, depuis un don qui avait été fait par 3 compagnies de jeux montréalaises, reçu environ 5000 jeux vidéo et on voulait faire connaître au grand public qu'on avait ce type de jeu. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand intérêt de la part de partenaires. Et on sait qu'à Montréal, il y a une grande industrie du jeu vidéo. Il y a aussi une industrie du jeu de société qui est très émergente. Alors, on s'est dit, bon, on va rassembler tout ce monde-là et on va rassembler aussi les centres culturels qui veulent faire des activités pendant la relâche scolaire et pour les Montréalais qui ne veulent pas quitter, qui veulent avoir des activités gratuites intéressantes. On va tout amalgamer ça et on va essayer de créer vraiment un gros festival de jeux à Montréal qui va bien représenter ce qu'on est en train de développer. Et c'est votre 4e édition cette année. Exactement. On est rendu à une 4e édition. Le festival prend énormément d'ampleur année après année à cause du succès et on a reçu le soutien de la part des gens pour en faire au moins une 4e année. Et on reviendra plus tard sur la programmation, sur ce que vous proposez dans le cadre du festival, mais j'aimerais vous entendre sur quelque chose. En quoi le jeu, autant le jeu vidéo que le jeu en général, a sa place dans des bibliothèques qui, traditionnellement, c'est un lieu avec des rayons de livres, parfois poussiéreux. Donc, pourquoi faire une place au jeu dans les bibliothèques? Je trouve ça très important et c'est une des grandes raisons pourquoi c'est important à Montréal Joue. C'est pour faire comprendre que les bibliothèques, le monde, justement, il associe ça à la poussière, il associe ça à une image qui est seulement le livre. Les bibliothèques, c'est vraiment plus que ça. Nous, on veut identifier les bibliothèques de Montréal comme le 3e lieu. C'est-à-dire, après le travail, après la maison, c'est le lieu où est-ce qu'on va rencontrer des gens, où est-ce qu'on se rassemble, où est-ce qu'on fait des activités culturelles. C'est là qu'on démocratise l'information. C'est là qu'on démocratise la culture. Un espèce de pôle civique et communautaire. J'aime bien, un pôle civique et communautaire. Et dans cet esprit-là, on veut montrer qu'il n'y a pas juste des livres, on ne vient pas juste à la bibliothèque, emprunter un livre et on repart, on vit des activités. Donc, de la même façon qu'il y a des films, il y a de la musique, il y a des posts Internet, il y a aussi du jeu. Vous comprenez bien, la bibliothèque, il y a de la BD, il y a beaucoup de choses et le jeu fait partie des services que nous, on va offrir parce que c'est des documents intéressants et qui sont quand même assez dispendieux et qu'on trouve que c'est important que les gens aient accès à des documents comme des jeux, mais qui soient de qualité, qui soient gérés par des employés qui connaissent bien ce domaine. Et présentement, est-ce que c'est la majorité des bibliothèques du réseau des bibliothèques de Montréal qui ont des jeux, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société, ou c'est concentré dans certaines bibliothèques? Les jeux vidéo font partie des 45 bibliothèques de Montréal, peut-être un petit peu moins, là, peut-être 43, là, mais grosso modo, à l'ensemble du réseau, il y a des jeux vidéo. Le jeu de société, la majorité des bibliothèques ont des jeux de société. Et là, on travaille énormément pour mettre à jour les collections de jeux de société. Parce qu'il faut savoir que le jeu de société, pour vos auditeurs qui s'y connaissent moins, il y a eu un grand changement qui a eu lieu dans le jeu de société dans les 5 dernières années, où il y a énormément de nouveaux jeux. Il y a des nouveaux bars de jeux. Il y a toute une nouvelle industrie de jeux de société qui est en train de se développer. Et les bibliothèques sont en train de se mettre à jour pour s'assurer de suivre cette nouvelle tendance. Et on se dirige à avoir de plus en plus de bibliothèques qui ont des jeux de société et même des jeux de société qu'on peut emprunter à la bibliothèque et ramener chez soi. C'est vraiment vers ça qu'on se dirige. En ce moment, il y a 7 bibliothèques sur l'ensemble de la ville de Montréal où est-ce qu'on peut emprunter des jeux de société. Ah, d'accord. On va revenir à votre événement. Donc, Montréal Joue, vous me mentionnez tantôt, c'est autant du jeu vidéo que du jeu de table, du jeu de société. Et donc, il y a des activités qui sont organisées pour ces 2 types de jeux-là. Oui, il y a même aussi des activités ludiques. Dans les bibliothèques, on va retrouver, par exemple, des heures du conte où est-ce qu'ils vont mélanger du jeu. On va retrouver des jeux de rôle. Ici, entre autres, pas loin, on est proche de la bibliothèque Frontenac. Oui, en effet, nos studios sont juste à côté. Exactement. La bibliothèque Frontenac va faire une nuit de zombies
où est-ce que les zombies vont attaquer la bibliothèque et où est-ce qu'il y a une centaine d'adolescents qui vont défendre la bibliothèque à l'aide de tirs-chaussettes. Et vraiment, là, c'est une vingtaine de personnages costumés. Donc, on crée vraiment aussi un gros jeu de rôle grandeur nature. Donc, on va vraiment dans tout ce qui est le ludique. On va Donc, c'est beaucoup plus large que juste le jeu vidéo et le jeu de société. Ça reste les deux principaux, évidemment, mais c'est plus large. On fait aussi ça pourrait être l'improvisation. Exactement, on a de l'improvisation. On a aussi un combat de balles de neige qui est un sport japonais qui s'appelle le Yukigassen. On a vraiment été voir ce qu'on peut faire qui est intéressant, qui est ludique et qui va rejoindre le plus grand public possible. Parlez-nous de quelques activités, vos 3-4 activités phares. Oui, on a 3 grands rassemblements. On a Jeux Indie de Montréal. Il faut savoir que dans le milieu du jeu vidéo, il y a toute une section qui est le jeu indépendant. Évidemment, on connaît les grands studios montréalais, Ubisoft, Warner Brothers, Ludia, où est-ce que c'est des centaines d'employés. Un peu comme le cinéma indépendant lié au cinéma d'Hollywood. Il y a des petits studios, des micro-studios de 4-5 personnes qui font des jeux qui sont super intéressants. Et donc, nous, on va à la SAT, à la Société des arts technologiques, faire une journée où est-ce qu'on les met de l'avant. On a une 60aine de jeux vidéo indépendants qui sont présentés le 20 février de midi à minuit à la SAT pour les 18 ans et plus. On a un événement qui est au centre Pierre Charbonneau, donc dans l'Est, et là, c'est Jeux de société de Montréal. Là, on met 200 tables de jeux de société et on dit aux gens, venez jouer. C'est gratuit. Ils amènent leur propre jeu? Vous avez des jeux sur place? On recommande des fois d'apporter leur propre jeu parce que tout le monde a ses favoris, mais on va avoir une bibliothèque de jeux sur place où on va présenter jusqu'à 500 jeux de société pour que les gens apprennent un peu plus c'est quoi, justement, quand on parlait des jeux de société modernes. Et le troisième grand événement qui a lieu le 27 février, durant la Nuit blanche, on s'est dit, il y a une Nuit blanche déjà à Montréal, on va faire la Nuit blanche de jeux. Donc, on a une dizaine de lieux différents où est-ce qu'on va faire des activités de jeux, dont, entre autres, sur la rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et Ontario. On va... non, c'est pas vrai, excusez. Entre Maisonneuve et Ontario. Maisonneuve et Ontario, OK, d'accord. On va faire des jeux géants. Donc, une 250 mètres de jeux géants où est-ce qu'on va présenter plein de jeux, mais comme par exemple un Pac-Man, mais en version géante. Donc, on va vraiment... En version grandeur nature. Exactement, en version grandeur nature. Donc, on va faire plein de jeux durant la Nuit blanche et c'est nos 3 grands événements. Est-ce que toutes les activités sont gratuites? Toutes les activités de Montréal Jeux sont gratuites. C'est un festival qui a une volonté sociale. Donc, le but, c'est de démocratiser l'accès au jeu, de montrer que le jeu, tout le monde peut y avoir accès. J'imagine vous comptez sur des partenaires pour financer tout ça, parce que ça coûte de l'argent. Et on a énormément de partenaires. On a la Banque TD, qui est notre grand partenaire, mais on a aussi une centaine de partenaires, d'exposants et de collaborateurs, que ce soit des grands studios de jeux de la Ville de Montréal, que ce soit des entreprises culturelles. Parce qu'il faut savoir, on a des activités à la TAU, à McCord, au Centre des sciences. Donc, on a beaucoup de partenaires qui se sont joints à nous dans cette aventure. Et évidemment, on réussit de cette manière-là à trouver du financement. Donc, si nos téléspectateurs veulent avoir plus de renseignements sur la programmation, sur les activités aussi dans leur arrondissement, parce que vous êtes présent à la grandeur du territoire de la ville, vous avez un site Internet? Oui, montrealjoue.ca. On va retrouver l'ensemble de la programmation. On met de l'avant des joueurs d'ici. On a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver sur qu'est-ce que le jeu à Montréal en ce moment. Alors, Thierry Robert, on vous souhaite un bon succès pour la 4e édition de Montréal Joue. Bien, merci beaucoup, Louis-Martin. Merci, à bientôt. Inaugurée il y a 100 ans, la bibliothèque Saint-Sulpice, située dans le quartier latin, était abandonnée depuis 10 ans. Eh bien, l'édifice aura une nouvelle vie grâce à la collaboration de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture. Elle abritera, entre autres, un nouvel espace éducatif pour les jeunes. Et c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui aura le mandat de gérer ce nouvel équipement. Et pour en savoir plus, nous recevons Benoît Mignot, qui est directeur général de la Bibliothèque nationale, directeur général par intérim à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Monsieur Mignot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. C'est un plaisir. Alors, d'une part, c'est une très bonne nouvelle pour un édifice qui était inoccupé depuis une décennie. Non, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui attendait depuis longtemps une annonce d'une vocation pour l'édifice. Donc, c'est effectivement un très beau moment qui nous a été offert par à la fois le ministère de la Culture et des Communications puis la Ville de Montréal. C'est une belle alliance. Voilà, parce que c'est 17 millions qui seront investis par les deux paliers de gouvernement. Pour la restauration, puis aussi la mise en place d'équipements, des choses comme ça, mais aussi un budget de fonctionnement. Je pense que dans le communiqué de presse, c'était mentionné que c'était un minimum de 1,6 million pour sur les activités, le salaire des employés, etc. Donc, s'assurer que ce ne soit pas une coquille vide, finalement. Voilà, et parlons de la mission de ce nouvel équipement-là, ce nouvel édifice. Est-ce qu'on peut résumer ça en disant que ça va être un peu une espèce de succursale pour jeunes et pour adolescents de la Grande Bibliothèque?
C'est en partie vrai, puis c'est en partie pas vrai. OK. Parce que il ne faut pas oublier que l'édifice Saint-Sulpice est constitué de deux zones très précises. Il y a la salle de lecture principale, qui est en fait souvent Majestueuse. qui est majestueuse, oui, qui est d'une beauté extraordinaire. Mais c'est cette image-là souvent qu'on a en tête. C'est cet espace-là qui va devenir la salle qui va être dédiée à la clientèle adolescente. Donc, on va retrouver sur place des collections de base pour les jeunes, des espaces de travail, des espaces de groupe aussi, mais également toute une série d'équipements technologiquement de pointe qui vont leur permettre de se réaliser dans différentes choses. Faire du montage vidéo, faire du montage audio, faire de la robotique, si c'est le cas. On avait parlé de Fab Lab aussi, je crois. En fait, le laboratoire de fabrication, lui, est plus situé en dessous. C'est sûr que la séparation n'est pas aussi tranchée que j'aimerais le faire, peut-être, mais parce qu'il y a des variables de laboratoire de fabrication, comme par exemple la robotique, qui vont être présents à l'espace adolescent. Mais en dessous, dans l'ancien auditorium, qui est une salle relativement vaste, c'est là qu'on va mettre un laboratoire de fabrication qui correspond plus à la définition qu'on a traditionnellement. Donc, on pourrait retrouver là-bas des machines-outils, des découpeuses au laser, des outils traditionnels comme une scie ronde ou je ne sais trop quoi, des studios d'enregistrement audio, des studios d'enregistrement vidéo, donc qui vont offrir un panel beaucoup plus important et qui, lui, ne s'adresse pas qu'aux adolescents, mais aux jeunes de 7 à 77 ans. Ah, OK. Donc, ce sera ouvert à tous. Exactement. Parce que, en fait, un des problèmes qu'on peut avoir avec un espace qui n'est conçu que pour les jeunes, c'est que malheureusement, on ne demeure pas tout le temps jeune. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où, au bout d'un certain temps, bien, cet espace n'est plus approprié pour toi parce que c'est un espace pour les ados. Et si on veut que les adolescents puissent se l'approprier, bien, il doit demeurer un espace pour les adolescents. Et que faire à ce moment-là? L'utilisation de l'auditorium pour une clientèle beaucoup plus large, mais une clientèle qui est aussi constituée d'adolescents, puisqu'il y a des mariages qui vont pouvoir se faire à ce niveau-là dans des projets. Va faire en sorte qu'on va avoir une espèce de synergie intergénérationnelle qui va pouvoir se mettre en place, mais une synergie aussi où l'adolescent ne se retrouve pas que dans une position de spectateur. Il devient un interlocuteur à part entière dans les démarches qui sont accomplies dans cet espace-là. Et est-ce que ça répond à un besoin auprès de la clientèle adolescente qui fréquente, par exemple, la grande bibliothèque, que d'avoir un espace qui leur est dédié? Je pense que oui. En fait, ça a toujours été une préoccupation de la grande bibliothèque de chercher un moyen, j'allais dire d'attirer les jeunes, mais c'est plus de rencontrer les besoins. Disons, parce qu'il y a un espace pour les tout-petits à la grande bibliothèque. Oui, il y a un espace jeune, mais espace jeune qui s'arrête à 13 ans. Okay. Donc, évidemment, les adolescents on peut difficilement les inclure là-dedans. Voilà. Mais par la suite, à partir de 13 ans ou 14 ans, en fait, on se retrouve à être, entre guillemets, un adulte. Donc, on a accès à l'ensemble des collections de l'institution. Je pense que la seule limite étant, par exemple, les codes de la Régie du cinéma qui fait en sorte que certains films ne peuvent être empruntés qu'à 16 ans ou à 18 ans, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'espace qui était dédié spécifiquement à la clientèle adolescente, à l'exception peut-être d'une section pour les romans ados, mais c'est des rayonnages avec des livres, tout simplement. Donc quelque chose qui est plus actuel, exactement. Plus interactif. Oui, puis qui puisse faire aussi en sorte qu'on peut créer une espèce de fébrilité, de frénésie par rapport à ce qui est disponible sur place, par rapport aux formations qu'on pourrait faire sur place, qui peut rencontrer aussi des besoins qu'on veut essayer de rencontrer, comme par exemple le décrochage scolaire, d'essayer de faire en sorte de créer un environnement où on est en contact avec de la formation, avec des nouveaux types de liens que tu peux tisser avec des technologies, avec toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte qu'éventuellement tu te dis « ça m'intéresse ». Soit je retourne à l'école ou soit je m'y intéresse, point final, et je vais me réaliser là-dedans. Donc, c'est stimuler l'imaginaire. Puis aussi, il y avait une volonté, c'est souvent présent dans beaucoup de ces installations-là à travers le monde, c'est de stimuler la capacité d'apprendre à apprendre. Donc, une autonomie que tu mets en place chez les jeunes. Les méthodes de travail. Exactement. Votre présidente directrice générale, Mme Barbe, donc Christiane Barbe, avait mentionné, bon, justement, comme vous le dites, un des objectifs, c'est de lutter contre le décrochage scolaire.
c'est aussi l'intégration des nouveaux arrivants, des plus jeunes. Les jeunes nouveaux arrivants. Des jeunes nouveaux arrivants, des plus jeunes de ces Québécois issus de l'immigration. Est-ce qu'il y aura de la programmation, des choses spécifiques pour eux dans cet édifice-là? Écoutez, c'est une très bonne question, mais vous êtes à l'étape du développement. Exactement. Donc, évidemment... Une ouverture quand? Oh, c'est difficile à dire parce qu'actuellement, il n'y a même pas eu d'évaluation qui a été faite par des architectes. Il faut faire une mise à niveau du bâtiment et en respectant parce qu'il y a de la évidemment restauration à faire, parce qu'il y a eu du vandalisme. Du vandalisme. Non, on a parlé de seringues souillées, entre autres, sur le sol, dans certains médias. Ah, OK, c'était à l'extérieur, c'était pas à l'intérieur. Okay. L'intérieur est demeuré à peu près comme il était en 2004, quand la Grande Bibliothèque, en fait, a ouvert ses portes et que les collections qui étaient présentes à l'intérieur de l'édifice ont été déménagées à la Grande Bibliothèque. À l'extérieur, évidemment, c'est grillagé, mais bon, c'est facile de jeter une seringue par l'intermédiaire d'un grillage. Mais il y a de la restauration et de la mise à niveau surtout qui est essentielle à l'intérieur du bâtiment. C'est un vieux bâtiment qui n'a pas été mis à niveau depuis, j'allais dire 1915, mais je ne suis pas sûr que c'est 1915, mais peut-être un peu plus tard. Les toilettes ont été mises à jour. Mais il y a quand même beaucoup de travail à faire, surtout dans un contexte où on veut avoir une part technologique importante à l'intérieur. Je ne sais même pas s'il y a suffisamment de prise de courant pour pouvoir brancher l'équipement. Tous les équipements que vous voulez avoir. Donc, il y a aussi la ventilation. Il ne faut pas oublier que Saint-Sulpice, au-delà de son aspect très majestueux, c'est un édifice où il y a un plafond dans la salle de lecture dans lequel il y a sur lequel on retrouve des vitraux. Ces vitraux-là sont éclairés par un toit de verre à l'extérieur. Alors, essayez d'imaginer au mois de juillet la température qu'il fait à l'intérieur de la salle de lecture. C'est très chaud. Donc, il y aura des besoins de mise à jour, tout ça. Est-ce que, donc, vous espérez au courant des prochaines années d'être en mesure d'inaugurer tout à fait. Ce nouvel équipement? Ce qui nous donne le temps, par ailleurs, de pouvoir déterminer c'est quoi l'offre de service exacte que l'on veut mettre en place, comment va-t-on le faire, comment rencontrer, justement, les jeunes nouveaux arrivants, par exemple. On a une part importante de travail au niveau des groupes scolaires, puisque on veut faire en sorte d'attirer les groupes, pas attirer les groupes scolaires, aller chercher les groupes scolaires pour leur présenter des activités sur place. Il y a peut-être des jeunes, quelquefois, qui ne seraient jamais venus et soudainement, parce qu'ils sont obligés de venir dans ils vont découvrir et ils vont... Exactement, puis on se dit, moi, la semaine prochaine, j'y retourne avec mes amis, puis on va faire un album de, j'allais dire de rap, non, de hip-hop ensemble et on va triper, puis... parce que l'intérêt aussi, c'est de mettre en place un environnement où il y a une modulation au niveau des intérêts des jeunes. Tu peux venir tout simplement pour chiller avec tes amis. Je reprends du vocabulaire. Oui, voilà pour... Donc, je vais chiller avec tes amis. Oui. Puis, où je peux m'intéresser tout simplement à quelque chose. Puis, tout d'un coup, je vais commencer à travailler sur un projet et je peux devenir éventuellement aussi un mentor parce que je maîtrise parfaitement quelque chose et donc, soudainement, mon interaction avec les autres va être différente. Mais toute cette modulation-là, elle peut être présente en 2 heures et je peux changer ma relation avec les autres en tant que jeune sur place. Donc, c'est important de faire en sorte que, justement, on ait plusieurs environnements à l'intérieur, plusieurs niveaux d'interaction avec la clientèle qui va être présente. Donc, que ce nouveau lieu-là devienne un peu comme c'est la tendance au Québec, que cette bibliothèque-là prenne au sérieux son rôle de tiers-lieu, oui, en quelque sorte, donc de lieu supplémentaire de réunion et de socialisation au-delà du travail de l'école et de la messe. Exactement. Donc, Benoît Vigneault, directeur général, donc par intérim de la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, merci d'avoir été là et on suivra au courant des prochains mois, des prochaines années, le développement de ce nouveau centre. Merci à vous. Au revoir. Restez avec nous, on poursuit cette édition spéciale du Bulletin après la pause. On est de retour à cette édition spéciale du Bulletin consacré aux jeunes et au sport. Dans les prochaines minutes, nous vous présenterons un policier de Montréal-Nord qui a mis sur pied un programme de course à pied pour les jeunes de l'arrondissement. Mais dans un premier temps, voici un entretien que j'ai réalisé avec le nouveau président du Conseil jeunesse de Montréal. Connaissez-vous le Conseil jeunesse de Montréal?
Créé en 2002, il s'agit d'un organisme dont le mandat est de conseiller le maire et les élus sur les questions relatives aux jeunes. Et le Conseil jeunesse a maintenant un nouveau président et il nous fait plaisir de l'accueillir, de le recevoir en studio. François Marquette. Monsieur Marquette, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous au bulletin. Expliquez-nous, bon, je l'ai dit vraiment de façon très succincte à nos téléspectateurs, expliquez-nous plus largement qu'est-ce que c'est que la mission du Conseil jeunesse de Montréal. Donc, le Conseil jeunesse a été créé en 2002 par l'administration municipale. Puis l'idée originale, c'était de donner une nouvelle voix aux jeunes dans la nouvelle ville qui avait été créée. Puis aujourd'hui, au quotidien, comment notre mission s'accomplit? Eh bien, c'est on conseille le maire de Montréal et le conseil exécutif sur tous les enjeux qui touchent la jeunesse. Peu importe l'environnement ou le domaine, que ça passe de l'environnement à la réussite scolaire, à la sécurité ou à l'entrepreneuriat jeunesse. C'est vraiment très large. Puis on écrit des avis. Alors, chaque avis inclut des recommandations et cet avis-là est déposé au conseil de ville. Puis, par la suite, on pousse nos recommandations jusqu'à temps qu'ils soient effectués. Et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le maire, le comité exécutif qui vous interpelle pour avoir un avis sur un sujet ou vous, de votre propre chef, le conseil jeunesse, vous pouvez émettre des recommandations alors que le maire ne vous a pas demandé votre avis, par exemple, sur quelque chose? Donc, il y a deux modes dans le processus créatif des avis. Donc, le premier mode, qui est dans notre mission, eh bien, c'est à l'écoute du maire. Donc, le maire ou les membres du conseil exécutif peuvent nous demander d'écrire un avis sur un sujet spécifique. Ça, je dois vous avouer que c'est pas ce qui est coutume. La plupart du temps, on nous laisse écrire nos avis sur le sujet qu'on souhaite, comme le dernier avis qu'on a sorti l'an dernier, en avril, l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, j'entreprends ma ville, c'était le titre de l'avis. Puis tout ça a été très bien reçu par l'administration municipale et je ressors tout juste d'une rencontre avec M. Coderre sur les avancements des recommandations qu'on avait faites et les choses qui restent à faire. Donc, au-delà des avis que vous émettez, vous faites aussi un suivi auprès de l'administration municipale pour voir comment ça avance. Exactement, parce que c'est sûr que c'est très fâchant de mettre tant d'efforts à écrire un papier et qu'il soit tabletté. C'est pas ça qu'on souhaite. Donc, on fait un effort comme vous avez dit, de suivi de nos recommandations. Puis c'est encore plus important lorsqu'on fait notre avis avec des partenaires. On a un support externe aussi qui nous soutient dans tout ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute de la part de la ville, de l'administration municipale? Oui, vraiment. C'est sûr qu'avec le responsable à la jeunesse, donc M. Harout Chetilian, donc un élu municipal, donc on a vraiment des communications constantes, que ce soit sur notre fonctionnement interne, mais aussi sur ce qui se passe dans la ville et aussi sur leurs décisions, leurs projets d'avenir à la ville qui touchent les jeunes. Donc, c'est toujours de rappeler que les jeunes doivent être pris en compte dans toutes les décisions de la ville. Puis, non, ils sont vraiment à l'écoute, on est très satisfaits de ça. Donc, on reparlera un peu plus tard des mandats puis des priorités du Conseil jeunesse pour les prochains mois. Je veux savoir, par contre, comment se déroule le processus de nomination. Vous avez été nommé président par les membres du Conseil jeunesse. Qui peut être membre du Conseil jeunesse? Donc, le Conseil jeunesse est constitué de 15 membres. Donc, ces membres-là, on fait un appel de candidature quelques fois. Donc, les 15 membres, ils sont élus pour un mandat de 3 ans. Donc, sont nommés par le conseil de ville. Le mandat est renouvelable une fois, donc un maximum de 6 ans de mandat. Et puis, ces 15 jeunes-là, qui sont âgés de 16 à 30 ans, parce qu'on représente les 12 à 30 ans. Donc, jeunesse, c'est 12-30 ans. Dans les termes de la ville, c'est ce que ça représente. OK, parce que ce sont des réalités entre les étudiants les élèves qui entrent au secondaire et des gens sur le marché du travail à 29 ans. Ils font des familles et tout. C'est ça, il y a une marge. Puis on s'assure d'avoir cette représentativité-là à l'intérieur même de nos membres. Vous allez me dire 15 pour 19 arrondissements. C'est sûr que c'est pas, on peut pas couvrir chaque arrondissement spécifiquement, mais... Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait plus de membres? Pas nécessairement. Là, on est en train de planifier un petit projet. C'est d'implanter des conseils jeunesse dans les arrondissements. Il y en a déjà un à Verdun qui est tout récent, donc le conseil jeunesse de Verdun. Puis il y a des projets qui vont sortir dans les prochains mois sur des nouvelles créations. Puis ça va nous permettre d'avoir une meilleure représentativité de la jeunesse dans le gouvernement municipal. Puis c'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis au titre de président, oui. Donc c'est en assemblée ordinaire, les 15 membres se réunissent et élisent une fois par année un président et un vice-président. Donc c'est au vote des membres. Puis ensuite, les deux personnes élues, donc à la présidence et à la vice-présidence, sont nommées et votées par les élus du conseil de ville. D'accord. Et ça faisait combien de temps vous siégiez auparavant sur le conseil jeunesse avant d'être nommé président? Moi, j'ai joint le conseil jeunesse en novembre 2011 et j'ai été nommé président le 1er janvier 2015.
2016, oui, 2016. Donc voilà, donc c'est déjà un 4 ans. Oui. Un 4 ans. À comprendre la machine. Quel est le rôle du président au sein du Conseil jeunesse? Donc, le rôle du président, c'est à pareil égal que tous les autres membres. C'est simplement un rôle plus actif dans la représentation, donc dans la représentativité des membres, mais aussi des actions du Conseil jeunesse. Donc, vous êtes appelé à prendre la parole publiquement Exactement. lors d'assemblées, de réunions, des choses Exactement. comme ça. Puis aussi d'entretenir des liens avec les partenaires au quotidien, puis d'assurer aussi une gestion plus routinière au quotidien aussi. D'accord. Revenons justement, vous êtes au Conseil jeunesse depuis 2011. Les différents dossiers que vous avez pilotés, le Conseil, les 15 membres, depuis 2011, est-ce qu'il y a quelques dossiers dont vous êtes particulièrement fiers de ce que ça... des changements que ça a apporté dans l'administration municipale? Bien, c'est sûr que les sujets varient d'année en année, mais qu'on pense au tout dernier avis sur l'entrepreneuriat jeunesse, c'est un sujet qui est de plus en plus tendance. On a eu une très bonne écoute de tout ça. C'est sûr qu'il y a eu des changements dans d'autres paliers de gouvernement par rapport à l'entrepreneuriat, mais la création, par exemple, de PME Montréal, toute nouvelle Donc, structure gestion qui a et tout ça. remplacé les CEDEC Exactement. Dans le mandat de développement économique. Exactement. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle au final, parce que dans PME Montréal, il y a des sièges réservés aux jeunes dans l'administration. Chose qu'il n'y avait pas dans les CEDEC à l'époque ou les CLD. Oui, exactement. Pas écrit tel quel. Donc maintenant, c'est vraiment c'est quelque chose de pas d'impressionnant, mais de satisfaisant. Parce que c'est un accomplissement exactement, pour votre parce qu'on a aussi déposé un avis en collaboration avec le Forum jeunesse de l'île de Montréal sur la représentativité des jeunes sur les conseils d'administration des sociétés municipales et paramunicipales. Puis ça en fait partie, puis on est très, très fiers. D'accord. Et parce qu'il y a peu de représentation des jeunes, disons des 18-30 ans sur ces conseils d'administration? Oui. Donc, en ce moment, sur les sociétés municipales, on a la Société de transport de Montréal qui a un siège réservé aux moins de 35 ans. Donc, ça, c'est quelque chose dont on est vraiment fiers, mais on aimerait que ce siège-là puisse exister dans d'autres conseils d'administration, par exemple le Parc Jean-Drapeau, la Société d'habitation de Montréal. Donc, on va s'efforcer de pousser cette recommandation-là dans les mois à venir. D'accord. Et justement, quels sont les dossiers que vous allez prioriser au courant de la prochaine année? Donc, on est en révision finale de notre prochain avis qui va porter sur la jeunesse autochtone à Montréal. Donc, on devrait déposer ça au conseil municipal du 18 avril, si tout va bien. On fait ça en collaboration avec Native Montreal, donc un organisme du milieu autochtone et tout ça. Donc, pourquoi on a choisi ce thème-là? Bien, on a remarqué que la population jeunesse autochtone était peu représentée par des chiffres, mais aussi par les politiques. Donc, on essaie de démystifier un peu ce sujet-là, puis d'émettre des recommandations que la ville peut avoir un impact direct sur eux, parce qu'on comprend aussi que c'est un sujet qui touche les deux autres paliers de gouvernement. Mais il y a des choses que la ville peut faire au niveau local pour améliorer la vie des jeunes autochtones, puis améliorer leur insertion. Donc, cet avis-là devrait être publié quand par le Conseil jeunesse? Donc, au mois d'avril. Alors, on suivra donc le dépôt de votre prochain avis avec grand intérêt. François Marquette, donc nouveau président du Conseil jeunesse de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci. Il y a quelques mois, le poste de quartier 39 du SPVM, qui est situé à Montréal-Nord, lançait un projet de course à pied avec 3 écoles de l'arrondissement. Leur objectif, rapprocher les jeunes et les forces de l'ordre via la course à pied. Et pour nous parler de cette belle initiative, nous recevons l'agent, dis-je, Carminé Gallo du SPVM, donc du poste de quartier 39. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au bulletin. Plaisir. D'où vous est venue cette idée-là que d'organiser des séances hebdomadaires de course à pied avec des jeunes? Alors, la première idée est venue, autrement dit, avec le sport et les jeunes. En tant que patrouilleur à Montréal-Nord, comme patrouilleur à pied, on travaille beaucoup avec les jeunes et avec les écoles du secteur. Donc, c'est avec, à force de faire un peu de course à pied chaque semaine également, qu'avec mes collègues, on est en train de courir au Parc Maisonneuve et puis lors de la course, j'ai lancé l'idée, je disais, hey, ça serait le fun peut-être courir avec des jeunes du secteur, des jeunes du secondaire qui ont possiblement quelques problèmes de comportement ou de problèmes d'apprentissage à l'école ou qui ont commis... Qui pourraient, dans le fond, être sur une pente glissante. Tout à fait. Okay. Qui ont commis des délit mineurs. Ou tout simplement ceux
qui ont de l'intérêt pour la course à pied, puis la police aussi en même temps, les études et tout ça. Oui, et quelle a été la réaction de vos supérieurs? Parce que j'imagine que vous leur avez présenté le projet, comment ils ont réagi? Oui, tout à fait, grâce à le commandant Martel, qui est en poste au poste 39 avec son ouverture d'esprit. Il a très bien reçu l'information et puis il était d'accord. Tout le personnel aussi du poste 39 qui a supporté le projet, également les secrétaires et puis les conseillers. Donc, ils nous ont tout de suite aidés à travailler sur la structure du projet. Puis, on a eu le lancement qui a été fait avec succès au mois de décembre. Et vous avez eu, j'imagine, une belle réponse des écoles primaires. Il y en a quand même 3 qui ont accepté de participer. Tout à fait. C'est des écoles secondaires, juste. Ah, des écoles secondaires, pardon. Okay. Oui, c'est des jeunes qui sont à l'école, dans les 3 polyvalentes de Montréal-Nord, qui est Calix-la-Vallée, Henri Bourassa, qui sont les 2 écoles anglaises. L'école française et puis l'école anglaise qui est Lester B. Pearson, qui a participé également. Donc, le projet consiste à repérer 10 à 20 jeunes par chaque polyvalente. Et puis, avec ces 10 jeunes à 20 jeunes-là, dans le fond, c'est de les mélanger tous ensemble, faire 2 exercices par semaine, dont chaque jeudi, avec les 4 policiers, coachs, si je peux me permettre, et puis les entraîneurs. Et puis, il y a des enseignants aussi qui participent avec nous, les directeurs d'école, des psychologues, des nutritionnistes et tout ça. Donc, on choisit nos parcours. C'est nous qui faisons les parcours. Et puis, on court dans le secteur de Montréal-Nord. Et puis... dans les parcs, sur les routes? Sur les routes, okay. Quand il fait moins 10 et plus, on choisit une école, une de ces 3 polyvalentes-là, et puis on court à l'intérieur. Là, on fait des petits parcours bootcamp qu'on appelle. Et on intègre aussi une sortie par mois. Donc, il y a plusieurs pistes à Montréal qui sont belles. Donc, le parc Maisonneuve, qu'on a déjà fait notre première sortie. Pour le mois de février, on regarde le centre Claude Robillard. OK. Et quelle est la réponse des jeunes qui participent à ce projet-là? Ils sont enthousiastes? Tout à fait, beaucoup d'enthousiastes. Lors de la pratique, lors des sorties, je veux dire, ils sont très heureux de sortir. Il y a une assiduité aussi, ils sont présents, ils sont là? Ils sont présents, et on a entre autres un contrat qu'on leur fait signer avant même de débuter. Lors de la conférence de l'inscription, on leur a expliqué que c'était sérieux. Dans le fond, nous, on les responsabilise en faisant cela. On leur fait signer un contrat, on leur montre que c'est du sérieux, qu'il y a aussi des petits cadeaux qui vont être remis avec leur participation grâce à nos commanditaires. Et puis, si jamais ils ne participent pas à plus de 2, donc s'ils ne se présentent pas à plus que 2... Sans bonne justification, évidemment, s'ils sont malades ou quelque chose, oui. Ils doivent remettre l'équipement et puis ils sont mis un petit peu à Parce que le projet leur fournit de l'équipement de course à pied, c'est ce que je comprends. Oui, neuf et donc, des souliers de course? Des souliers de course, autrement dit, c'est un veston Nike. OK. Des pantalons d'hiver Nike avec des souliers de course pour ce qui est hivernal. Et puis, ce qui est estival, on a les T-shirts avec les shorts. On a les souliers de course aussi là, qui sont... Et à la fin du programme, ils peuvent garder évidemment l'équipement. Ils gardent le tout. Ils gardent l'équipement, okay. Là, c'est leur cadeau de bon travail. Oui. Et vous parliez de commanditaires. Donc, il y a des entreprises qui vous ont aidé à financer ce projet-là, oui. Parce que ça coûte de l'argent, évidemment, des souliers de course, tout ça. Oui. Qui sont ces commanditaires? Alors, on a Nike, Nike Marché Central, qui nous ont vraiment chapeauté. Là, aussitôt qu'ils ont eu la connaissance du projet, ils ont regardé le tout, préparé 60 équipements aussi, c'est pas évident. Donc, ils ont pris le temps de vraiment rencontrer les jeunes et puis prendre les bonnes grandeurs et tout ça. Il y a la Caisse des Jardins au Récollet à Montréal-Nord, qui nous a aidés grandement. Aussi la Fondation Beaulieu-Blondin, dont je remercie énormément. Et puis, il y a aussi InfoCrim qui a participé. Oui, le SPVM qui a contribué aussi fortement. Donc, voilà. Et qui sont vos 3 collègues avec qui sont... Parce que, bon, j'imagine vous êtes un des coachs, un des mentors. Oui. Les 3 autres, qui sont-ils?
Les 3 autres, j'ai mon collègue que ça fait plus de 5 ans que je travaille avec, Oscar Spinoza. On a également Tony Stramiello et l'honorable Alain Clément, si je peux me permettre, parce qu'il quitte cette année, fait qu'il va beaucoup Donc, il va manquer. prendre sa retraite cette année. Il va continuer à courir. Oui, c'est une première année pour ce programme-là. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour en faire le bilan, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qui se poursuive dans les prochaines années? Tout à fait. Moi, mon objectif, dans le fond, c'est de créer un effet boule de neige. Avec les 3 écoles, les jeunes qui en parlent. Dans le fond, c'est d'essayer de faire que, bon, justement, il y a ces écoles-là. Éventuellement, est-ce que vous aimeriez que ce modèle-là soit repris dans d'autres arrondissements de la ville ou ailleurs au Québec? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, entre autres, c'est que j'aimerais ça qu'il y ait d'autres postes de police qui voient ça et puis qu'il y ait cet effet-là boule de neige qui continue. Et puis que cette cohésion qui va être créée avec les enseignants, les directeurs, les jeunes des 3 écoles, tout le monde se parle ensemble avec la police. Donc, on a une belle image de la police, on a une belle image des professeurs, des directeurs, des partenaires communautaires qui nous aident beaucoup à Montréal-Nord. Donc, entre autres, c'est cette belle cohésion-là qui va permettre aussi une bonne sécurité publique. Et en terminant, Jean Gallo, de ce que j'ai compris, vous êtes attaché à Montréal-Nord parce que vous êtes originaire de Montréal-Nord, c'est bien ça? Oui, monsieur, oui. Et qu'est-ce que vous avez vu comme transformation sociale positive au courant des dernières années? Parce qu'on entend parfois, malheureusement, Montréal-Nord dans l'actualité pour de mauvaises raisons, mais il y a des choses positives qui se font à Montréal-Nord aussi. Beaucoup de choses positives. Entre autres, ça fait 15 ans que je suis au SPVM à Montréal-Nord. J'ai grandi également à Montréal-Nord. J'ai fait les écoles à Montréal-Nord. Donc, j'ai vraiment vu l'amélioration de ce beau secteur-là avec la police, avec les organismes communautaires, les activités qu'ils font avec les jeunes dans les parcs. Ça peut aller aux sans-abri jusqu'aux jeunes qui causent des délits mineurs ou majeurs, les intervenants de la rue, etc. Donc c'est un milieu où il fait de plus en plus bon vivre. Tout à fait. Tout le monde fait son bout de chemin. D'accord. Carmine Gallo, donc vous êtes agent au poste de quartier 39 du SPVM, donc à Montréal-Nord. Merci d'avoir été là et félicitations pour cette belle initiative. On vous retrouve tout de suite après la pause pour cette édition spéciale du Bulletin. Restez avec nous. On termine cette édition spéciale du Bulletin en vous présentant 2 entrevues à connotation sportive. Dans un premier temps, je vous présente un jeune adulte qui est bénévole depuis plusieurs années pour les Jeux du Québec. Mais avant, on parle de l'arrivée d'une nouvelle équipe de baseball à Pointe-aux-Trembles. Les amateurs de course à pied seront ravis. Il y aura un nouvel événement qui se tiendra sur l'île de Montréal, le demi-marathon de la Pointe de l'Île, qui aura lieu le 31 juillet prochain. Et pour nous présenter ce nouveau rendez-vous pour les passionnés de course, nous recevons le directeur général de l'organisation, Neko Likongo. Monsieur Likongo, bonjour. Bonjour, Monsieur McCardle. Bienvenue au Bulletin. D'une part, d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied un demi-marathon dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles? En fait, moi, j'ai toujours fait de la course à pied en tant qu'amateur et j'ai récemment, donc, j'avais déjà habité à Pointe-aux-Trembles quand j'étais jeune. J'avais participé à une course qui s'appelait le Pateau-Trot. On remonte dans les années 1980. Donc, quand j'étais jeune, entre-temps, j'ai déménagé à Québec et je viens de revenir dans mon quartier d'enfance, Pointe-aux-Trembles. Et c'est en faisant du jogging que je me suis rendu compte de la beauté des paysages qu'il y a dans le coin. Et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une course? Il y a le Marathon de Montréal, mais il n'y a pas beaucoup de courses à pied comme telles sur l'île. Et je me disais, pourquoi pas profiter des paysages qu'on retrouve dans ce coin de l'île de Montréal pour en faire bénéficier les coureurs. Donc, ce sera la particularité ou une des particularités de votre événement, c'est d'offrir aux coureurs la possibilité de voir les beaux panoramas de la pointe de l'île, donc de la Rivière-des-Prairies, du fleuve Saint-Laurent, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, dans le cadre, on travaille sur un trajet qui va plus longer la Rivière-des-Prairies, mais effectivement, à la pointe de l'île, il y a des dizaines de kilomètres sur le long du Saint-Laurent, mais sur le côté nord, il y a, je dirais, une quinzaine de kilomètres sur les berges de la Rivière-des-Prairies. Et nous, le trajet qui a été accepté, parce qu'au début, on avait des idées de grandeur, on voulait faire les 2 rives, mais finalement, avec le service
service de police de la Ville de Montréal. Ils nous ont fait comprendre qu'on bloquait trop de voies importantes. Alors, on s'est contenté pour cette année, du moins, de la rivière des Prairies. Mais il y a aussi le parc nature de la Pointe-aux-Prairies, qui est en fait le deuxième plus grand parc nature sur l'île de Montréal. On parle de 240 hectares et on travaille sur un trajet qui va... En ce moment, le trajet longe, mais on est en train de travailler avec l'arrondissement pour voir s'il n'y aurait pas moyen également de le traverser. Donc, c'est, je dirais, les berges de la rivière des Prairies, et le parc de la Pointe-aux-Prairies, c'est les deux... Avec un parcours qui va être, j'imagine, entre autres sur le boulevard Gouin? Oui, tout à fait. On va longer le boulevard Gouin pour le 21 et le 10 km. On va longer une bonne partie du boulevard Gouin. Et pour le 21, on peut... La moitié du parcours va se faire sur le boulevard Gouin. D'accord. Donc, vous venez de le mentionner, il y a un demi-marathon, donc un 21 km. Il y a aussi d'autres courses. Il y a un 10 km. Est-ce qu'il y a d'autres courses? Il y a un 10 km, il y a un 5 km et il y a un 1 km qui est réservé pour les enfants de 12 ans et moins. Les parents peuvent participer, mais on va donner des prix aux enfants de 12 ans et moins. D'accord. Et est-ce que c'est un événement qui s'adresse vraiment au grand public? Est-ce qu'il y aura aussi un volet peut-être plus compétitif pour des gens du Québec? On s'est arrangé pour faire une course qui va s'adresser à la fois au grand public. Donc, il va y avoir des festivités sur le point d'arrivée pour les familles, etc. On va même permettre les poussettes. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir amener leurs enfants et courir avec eux s'ils ont envie. Mais en même temps, on s'est arrangé pour avoir une technologie, je dirais, à la fine pointe, là. On a fait affaire avec une entreprise, une jeune société québécoise qui est spécialisée dans les courses à pied pour avoir un système de chronométrage, je dirais, qui est reconnu au niveau international. Donc ça, c'est une chose qui va attirer les coureurs plus spécialisés. Également, on va s'assurer, on est en contact avec la Fédération québécoise d'athlétisme, on va s'assurer d'être sanctionné par cette fédération-là. Également, on va s'assurer aussi d'avoir un parcours. En ce moment, on a fait un tracé qui a été, les distances ont été calculées par un GPS, mais on va s'assurer d'avoir les méthodes qui sont reconnues internationalement pour l'exactitude des distances. Donc, ça peut permettre à des gens qui pratiquent la course à pied de façon un peu plus intensive. Si votre épreuve est sanctionnée, ça va leur permettre d'avoir droit à la reconnaissance de leur chronométrage et ça peut les aider à ce moment-là d'avoir accès à d'autres courses ou améliorer leur pointage. Ils vont avoir une preuve officielle là, avec des résultats qui vont être affichés sur l'Internet, avec des distances. On va avoir, si on a la sanction de la Fédération québécoise d'athlétisme, on va avoir leur logo sur notre site. Donc, tous des éléments là, qui vont venir démontrer le caractère officiel de la course. D'accord. Il y a aussi quelque chose d'important qu'il faut mentionner pour nos téléspectateurs. Les résidents de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles auront droit à un rabais lors de l'inscription. Comment ça fonctionne exactement? En fait, l'idée est venue quand on travaille étroitement avec plusieurs organisations, principalement l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et vous avez une bonne collaboration avec l'arrondissement? Excellente. En fait, excellente. Quand on a commencé à voir l'idée, juste faire une petite parenthèse, mais l'idée est née au printemps de l'année dernière, 2015. On a travaillé le concept l'été et on a rencontré la mairesse à l'automne 2015. Et dès le début, la mairesse, elle a vraiment trouvé l'idée hyper intéressante et elle nous a demandé simplement, je suis d'accord, mais il faut que vous soyez avec tous les intervenants pour vous assurer que le parcours va pouvoir être accepté. Donc ça voulait dire rencontrer le SPVM, Service de sécurité incendie, la STM, ministère des Transports, parce qu'on va bloquer l'accès à des bretelles pour l'autoroute. J'en passe aussi, Urgence Santé. Bref, il y avait autour de la table plusieurs personnes. Une grosse organisation à mettre sur pied. Est-ce que vous y attendiez à ce que ce soit, j'imagine, autant de travail? Je vous dirais, au début, non. On est arrivé un peu, on avait construit un parcours, je vous dirais, sur le coin d'une table en disant ça va être le plus beau. Si on passe par ici, ça va être encore très, très beau. On a présenté ça et puis c'est là qu'on s'est rendu compte des complications. Je vous épargne les détails, mais il y avait un parcours où on enclavait un quartier. Donc, on ne pouvait pas enclaver un quartier, même si ce n'est que quelques heures. Il fallait laisser des corridors d'urgence pour les services de pompiers. Ensuite de ça, on s'est rendu compte qu'on passait devant un collège. Donc, l'accès au collège, même si c'était un dimanche, des fois, les collèges ont des activités pour les jeunes. Donc, il fallait aviser les autorités. Donc, on ne s'attendait pas à autant de détails, effectivement, mais on oublie souvent qu'on a compris pourquoi il n'y en a pas tant de courses que ça en milieu urbain. C'est parce qu'on bloque de nombreuses routes, alors qu'un demi-marathon de la même envergure, mais qu'on veut organiser en région, ce sera beaucoup plus facile. Je veux dire, il y a beaucoup moins de voies de circulation à interrompre, là, je voudrais,
à bloquer. Donc, il y aura un rabais qui sera offert aux résidents de Rivière-des-Prairies. Tout à fait, 10 qu'on veut offrir. Les gens, ils ont à rentrer un code promotionnel qui est RDP-PAT, donc l'acronyme de l'arrondissement. Et nous, on va simplement demander, lorsqu'ils vont venir chercher leur dossard, de montrer une preuve de résidence. Et il y a aussi un rabais qui s'applique aux PME. On sait qu'il y a des PME dans l'Est, on était sensible à vouloir les aider. On accorde un rabais également. Et il faut dire qu'on ne l'a pas annoncé, mais on peut le dire en ondes, s'il y a des gens qui ont des groupes, parce qu'on a souvent eu des gens qui disaient, bon, on n'est pas dans une PME, mais dans un groupe de karaté. Nous, notre école avec des enfants, on aimerait ça y participer. Les groupes qui veulent participer en groupe de 10 et plus, peuvent nous contacter et on va leur donner un code promo. Donc, on ne l'a pas encore annoncé, mais c'est quelque chose qu'on va faire. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Vous aimeriez, dans le fond, avoir combien de participants? On s'est fixé un objectif à la fois ambitieux mais réaliste. Donc, on s'est dit une moyenne de 200 coureurs par épreuve. Donc, on a 4 épreuves, 800 au total. C'est un objectif qu'on veut vraiment atteindre. Donc, si on ne l'atteint pas, on va être un peu déçu. Mais en même temps, on est réaliste. C'est notre première édition. Nous, on est là pour rester. Donc, ce qu'on veut avant tout, c'est offrir une course qui va être fiable. Les gens vont avoir une course avec des professionnels qui vont être là, des bénévoles qui vont être présents. On veut pas d'incidents qui viendraient assombrir l'événement. Donc, même si on n'atteint pas l'objectif, on va être déçu, mais on sait que si ça se passe bien, on va obtenir l'approbation de tous nos collaborateurs et qu'on va pouvoir tenir l'événement l'année prochaine. Donc, et que le débroussaillage qui aurait été fait d'un point de vue organisationnel dont vous avez parlé tantôt, bien, ce sera déjà fait pour les prochaines, Tout à fait, les prochaines éditions. En terminant, le site Internet pour quelqu'un, un téléspectateur qui voudrait s'inscrire, quel site Internet doit-il visiter? Pour l'instant, c'est la page Facebook. Okay. En ce moment, on a réservé un nom de domaine qui va être www.demimarathon en un seul mot.ca. Le nom de domaine est réservé et on attend des soumissions, en fait, de compagnies Internet qui vont nous faire le site Internet. Il va être prêt, on a demandé pour le 31, la fin du mois de mars. En attendant, les gens peuvent aller sur notre page Facebook, Pointe de l'Île 21K. Ils peuvent le googler, ils vont le trouver facilement. Et c'est là-dedans qu'on passe toutes nos informations. Donc, quand le parcours parce que pour l'instant, par exemple, on a annoncé en primeur les tracés du parcours du 1 et du 5 km. On l'a mis sur la page Facebook et ça va être la même chose quand le 21 et le 10 seront des tracés définitifs. D'accord. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances avec cet événement-là, un bon succès. Neko Likongo, donc vous êtes directeur général du demi-marathon de la Pointe de l'Île. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle qui a grandement réjoui le maire de Nicodère, le retour d'une équipe de baseball à Montréal. En effet, les Brewers de Sainte-Thérèse déménageront dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles dès cette saison et évolueront dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Pour nous parler de cette bonne nouvelle pour les amateurs de balle, nous recevons Sylvain Martin. Il est président de l'Association du baseball amateur de Pointe-aux-Trembles. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. C'est une bonne nouvelle que le retour du baseball à Montréal? Oui, effectivement. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas les expos. Faut pas le monde s'attendre à ce que ce soit un calibre là, des expos. Là. C'est pas ça du tout. Là. C'est amener le baseball senior majeur pour attirer les jeunes. Nous autres, le but, c'est attirer les jeunes au parc. C'est le but premier. Parce qu'il y avait eu au courant des dernières années, depuis le départ des expos, il y a déjà plus de 10 ans, vous aviez constaté une diminution des inscriptions? Oui. À votre association, il y avait une diminution? Aussi. Oui. Mais actuellement, il y a 25 d'augmentation de baseball au Québec. Ah, OK. Donc, la courbe est en train de repartir vers le haut. Oui. Vous parliez tantôt, justement, c'est pas les expos, évidemment, c'est pas le baseball majeur. À quoi pourrait-on comparer le calibre du baseball, de cette ligue de baseball majeure du Québec? Est-ce que ça se compare, par exemple, au baseball de la Ligue Can-Am qu'on voit à Québec et à Trois-Rivières? Non, pas du tout. La Can-Am, c'est un calibre beaucoup plus élevé. OK. Nous autres, c'est parce qu'en partant, nos joueurs, c'est pas des salariés, c'est des joueurs qui ont la passion du baseball. Donc, c'est pas du baseball professionnel? C'est pas du baseball professionnel, il n'y a aucun salarié. C'est des gars qui ont de la passion, puis c'est des joueurs qui ont joué dans le junior élite, qui ont joué dans le collégial américain, qui ont joué même les majeurs, parce qu'on a même des joueurs des majeurs qui jouent dans notre ligne, dont Steve Green qui lance pour Actonville. OK. C'est un lanceur qui a lancé à San Diego pour les Padres. OK.
Il y en a quelques d'autres. Puis aussi, il y a des joueurs qui sont en ce moment en collège américain ou dans le calibre A, 2A et 3A du baseball majeur qui nous appartiennent aussi dans notre ligne. Ah, OK. Donc, il y a quand même un certain calibre, Oui. mais c'est pas du 1A, 2A, 3A Non. américain. Par contre, donc, c'est une nouvelle équipe sportive qui s'installe dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Les Brewers vont jouer leur match à quel endroit? Au parc Clémentine de la Rousselière, sur la rue Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles. Donc, ça, c'est tout près du fleuve, c'est bien ça? On longe le fleuve. C'est le parc qui longe le fleuve en face, je crois, de la Maison de la Culture. C'est en plein ça. D'accord. Donc, est-ce que les infrastructures de ce parc-là sont adéquates ou il va y avoir des investissements à faire? Il y a des investissements à faire qui vont commencer sous peu, là, bientôt. Il y a des investissements au total de 100 000 sur les 2 prochaines années. En plus que l'arrondissement même va ériger un nouveau chalet, chambre de joueurs, là, qui va se faire d'ici un an et demi. D'accord. Donc, les premiers matchs, c'est ce printemps Oui, pour les à compter du Brewers. 1er juin. Voilà. Vous vous attendez à ce qu'il y ait combien de gens? Est-ce qu'il y a une cible qui a été fixée pour ce qui est de la fréquentation des matchs? Ah, bien, c'est sûr qu'on cible tous les jeunes de Montréal, on cible la population de Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies, tout partout à Montréal, même Repentigny, tout le monde qui veut venir, qui veut avoir du bon baseball de qualité, c'est la bonne place. C'est sûr que on a un petit peu priorisé nos jeunes de 16 ans et moins qui jouent au baseball à Montréal, parce que tous ces jeunes-là qui vont venir au baseball des Brewers, s'ils ont 16 ans et moins, qui arrivent avec le chandail d'équipe, ça leur coûte absolument rien. Ah, OK. Absolument Voilà. rien. Et j'imagine que le prix d'entrée va quand même demeurer relativement modeste là, pour la C'est 5 population. le match, là, 60 un billet de saison. Ah, OK. Bon, ça demeure quand même abordable. Vous avez parlé tantôt d'une équipe à Actonville, c'est bien Oui. ça? Les équipes sont situées où? Il y a une équipe à Actonville, Sherbrooke, Saint-Jean, Shawinigan, Saint-Jérôme, Victoriaville, puis Thetford Mines. OK. Donc, une ligue qui est vraiment un peu partout à travers le Québec. Selon vous, est-ce que c'est de bon augure, c'est un pas dans la bonne direction? On ne parlera pas tout de suite du retour des expos, parce qu'il y a un stade à construire entre tout ça, puis bon, il y a des propriétaires aux poches profondes à trouver aussi, mais c'est une bonne nouvelle pour le baseball. Ben oui, c'est bon, c'est sûr, c'est bon. C'est le meilleur calibre qui va avoir lieu à Montréal, là, à l'exception du junior élite aussi, là. Mais c'est le meilleur calibre qui va avoir à Montréal. D'accord. Vous êtes le président, je le mentionnais d'entrée de jeu, de l'Association de baseball amateur de Pointe-aux-Trembles. Quelle est la mission de votre organisme? Nous autres, c'est organiser le baseball dans l'est de la ville, du 4 ans au 99 ans, si tu veux. Oui. Donc, il y a combien de joueurs présentement dans vos équipes? Nous autres, on va vouloir à peu près entre 4 et 500 cette année. Majeur et 400. mineur, majeur et mineur mélangés. D'accord. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est le cas dans votre ligue, je sais dans d'autres associations de baseball, il y a de plus en plus de jeunes filles aussi qui pratiquent le baseball. Est-ce que vous constatez la même chose? Ah, ça, c'est dur chez nous, les petites filles. Là. Les petites filles veulent jouer avec les petits gars. On peut pas. Je peux pas rien y faire, là. Tu sais, les petites filles veulent jouer avec un petit gars. Je les laisse aller. Hein. Ben, c'est surtout qu'à un certain calibre, il n'y a pas de problème. La différence n'est Non. pas là et tout le monde peut s'amuser. Là. Mais quand tu rêves midget, là, c'est beaucoup plus compliqué pour une fille. Voilà. Il y a des ligues Oui, il y a des lignes de filles femmes maintenant. qui existent. Non, il y a même des lignes de filles de baseball maintenant à Montréal. Ah, de baseball aussi. Bantam, midget, entre autres. Là. Donc, voilà. Donc, plusieurs centaines de gens qui participent dans les différentes équipes que vous chapeautez. Est-ce que dans le fond, vous êtes sur tout le territoire donc, de Rivière-des-Prairies, de Pointe-aux-Trembles? Donc, voilà. Et vos matchs sont organisés à quel endroit? C'est à la ville au complet. Donc, dans la tout ville l'arrondissement au complet? Non, dans la ville. Dans la ville au complet, Oui, OK. on peut venir jouer à Rosemont un soir. Le lendemain, on peut aller jouer à Saint-Léonard. Parce que les équipes de Oui. votre association se déplacent et jouent contre des équipes d'autres arrondissements. Puis j'ai toujours le Junior 2 aussi qui se déplace à travers le Québec, là, qui est une nouvelle entité aussi, parce qu'ils vont s'appeler les Brewers, eux autres aussi. Puis Oui. c'est une fusion des Orioles de Montréal avec les Jets de Pointe-aux-Trembles, puis ils s'en viennent sur l'entité des Brewers de Montréal. Donc, À vous compter. adoptez le nom de l'équipe qui va déménager Oui. donc dans votre arrondissement. Il y a le maire Coder qui, il y a quelques mois, avait annoncé un plan d'investissement important pour investir dans les terrains de balle, les terrains de baseball un peu partout. Est-ce que vous constatez dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qu'il y a des besoins pour la mise à niveau des infrastructures Ah, sportives? absolument, Clémentine. Tous les parcs à Pointe-aux-Trembles, ou
peu importe tous les parcs de Montréal, presque, ils ont besoin d'investissement. Là. Ils ont besoin d'un niveau. Ils leur remettent à niveau, il manque. Il y a toujours des petites choses, mais les parcs ils ont été tellement délaissés longtemps que c'est à refaire. Il y a un déficit d'entretien. Il faut que ça puisse être réaménagé. En terminant, j'imagine que vous comptez sur de nombreux bénévoles pour faire rouler cette association-là, autant les coachs, les arbitres, tout ça. Si des gens veulent s'impliquer avec votre organisation, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, ils peuvent aller sur le site Internet, c'est www.baseballpat.com. Donc, baseballpat.com. Et donc, il y aura toutes les informations là-dessus pour être bénévole. Ou si des parents veulent inscrire leur enfant au baseball, Absolument. toutes les infos se trouvent là. Oui. Parfait. Sylvain Martin, vous êtes donc le président de l'Association de baseball majeur de Pointe-aux-Trembles. Merci d'avoir été là et bonne saison de baseball. Bien, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition spéciale du Bulletin. Jason Paré à la recherche, Guillaume G. Pilote aux caméras et Laërcio Bastos à la réalisation. Au nom de l'équipe, ici Louis-Martin McArdle. Merci d'avoir été là et on se revoit dans 7 jours pour un nouveau Bulletin. À la semaine prochaine.